Bonsoir à tous, bienvenue au MK de Beaubourg. On est très heureux de vous accueillir pour cette séance en avant-première de Souviens-toi de Lynn Medeb. Très content parce que le film est extraordinaire, vous allez voir, c'est des images qu'on a rarement l'occasion de voir. Je remercie bien sûr du Lac Distribution pour l'organisation de cette séance. Je remercie bien sûr la présence de Lynn ce soir. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus que ça. On prendra un temps à l'issue de la séance pour pouvoir échanger. Contrairement à ce qui est inscrit, ce n'est pas Christophe Ayat qui sera présent, mais c'est Philippe Azouri qui sera présent à l'issue de la séance pour mener cet échange. Voilà, donc je vous remercie de bien vouloir accueillir Lynn Medeb et Michel Zana, le producteur du film. Bonsoir, très heureux de vous présenter Soudan, Souviens-toi, qui a commencé sa carrière au Festival de Venise, à la dernière Mostra de Venise, qui a été ensuite présenté à Toronto et dans de nombreux festivals, également en France. Voilà, je suis très heureux, en tout cas c'est un film que j'ai coproduit et que je distribue. Et voilà, il sort demain, donc très heureux d'avoir une salle avec autant de spectateurs ce soir. Merci à tous d'être venus voir le film ce soir. Je ne serais pas là sans la salle qui programme le film, sans Michel qui produit et distribue le film. C'est très difficile de distribuer des documentaires comme celui-là, donc vraiment un très très grand merci à du Lac Distribution d'avoir eu le courage de le faire. Et ça fait d'autant plus plaisir de voir une salle pleine, sachant qu'on a déjà fait plusieurs avant-premières, donc un grand merci à tous d'être là. Je voudrais juste dire un petit mot avant que le film commence. C'est un film très modeste, c'est un voyage que j'ai fait et que j'ai voulu partager avec vous. Donc ne vous attendez pas à avoir toutes les réponses sur le Soudan, mais plutôt laissez-vous emporter dans ce voyage qui, moi, m'a enchantée. Je suis tombée amoureuse du Soudan à Paris, où j'ai rencontré des Soudanais extraordinaires sur les campements de rue à Stalingrad. C'était mon précédent film, Paris-Stalingrad. Et ce sont ces amis soudanais qui m'ont poussée à partir. Le film a commencé et parti de leur frustration de ne pas pouvoir retourner au Soudan puisqu'ils étaient en train de faire leur demande d'asile, qu'ils avaient risqué leur vie pour arriver et venir se réfugier en Europe, qu'ils avaient aussi tenté de faire une révolution en 2013, une révolution qui n'a pas marché. Et donc quand en 2019, de nouveau, le pays s'embrase, ils m'ont littéralement demandé d'aller découvrir leur pays en me disant « Tu nous as vus dans cette situation désespérée ici dans les rues de Paris, dormant par terre. On veut que tu saches d'où on vient. » Et c'est le point de départ de ce film. Donc je dis toujours que ce film est une histoire d'amitié. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Bonsoir, merci. Merci à vous tous. Très très belle salle, c'est très impressionnant. Surtout quand on est à côté d'une réalisatrice aussi talentueuse. Quand on est à côté d'une réalisatrice aussi talentueuse dont le film sort demain, donc qui est un peu... Comment on dit? Vous n'entendez pas vraiment? Pas du tout, là, ça va? Ça marche mieux. On a avec nous ce soir Philippe Azouri, qui est critique de cinéma, qui écrit aussi des livres, qui a fait un très très beau livre récemment sur Jean Eustache, que j'adore, et qui a fait avec nous le dossier de presse du film, l'interview, à ma demande, parce que je suis très fan de Philippe Azouri. Voilà. Bon, je ne le savais pas. Bon, je remplace au pied levé Christophe Ayat, qui est ex-Libération, qui est aujourd'hui au Monde, un vieil ami à moi, connu encore à Beyrouth, et qui n'a pas pu venir, ce soir, qui n'a pas pu. Oui, j'essaye, je suis vraiment désolé, j'ai une petite. Non, c'est pas vous, c'est les micros en fait qui il faut monter les sons du micro. Oui, ils sont là, ils essayent. Allô? Ouais, en tout cas, bon, ce que je vais essayer de faire en hurlant,
Je vais poser peut-être une ou deux questions pour commencer, puis je pense que vous êtes assez nombreux et que plein de questions doivent vous venir et que ça échange avec la salle. Et je ne tiens pas du tout à monopoliser le micro. Juste, je crois qu'aujourd'hui, enfin, Inde est fébrile parce qu'on est en mai 2025 et que ton premier voyage à Khartoum, c'est avril, mi-avril, enfin, tu me diras exactement la date. Le 16 mai 2019, j'arrive à Khartoum. Voilà, donc ça va faire 6 ans. Et que, comment tu te retrouves à Khartoum le 16 mai 2019 pour filmer pour la première fois, parce que c'est un pays que tu n'étais pas là, mais je l'ai déjà expliqué à la salle avant que tu arrives. Donc oui, je suis partie, comme je vous le disais tout à l'heure, après avoir tourné un film à Paris avec des Soudanais que j'ai rencontrés. Et donc j'arrive le 16 mai 2019 à Khartoum. Et le sitting que vous avez vu au début du film, il faut imaginer que c'est une ville dans la ville, puisque les gens ont occupé toutes les rues adjacentes au palais présidentiel et au quartier général de l'armée. Donc imaginez qu'à Paris, autour de l'Élysée, tout le 8e arrondissement soit occupé. C'est pas mal. Belle idée, les gilets jaunes avaient commencé, on ne les a pas laissés terminer. Et donc voilà, donc, il faut imaginer ça. Et donc ça a duré 57 jours. Et moi, j'ai filmé les 15 derniers jours de ce moment. Parce que j'ai mis un temps fou à obtenir mon visa, à arriver à partir. Dès l'instant où Omar el-Bashir est tombé, le 11 avril 2019, parce que ce qui s'est passé, c'est que le 6 avril 2019, il y a eu la marche du million. Les Soudanais sont venus de tout le pays à Khartoum, ont afflué vers la capitale pour demander la chute d'Omar el-Bashir. Et donc il faut imaginer, il y a une image très impressionnante qui n'est pas dans le film parce que je n'y étais pas encore, du train qui arrive de Atbara. Parce que cette révolution, elle a commencé à Atbara, qui est la ville des cheminots. C'est un peu comme en France, les révolutions, ça commence souvent avec des cheminots. Et donc le train est arrivé et il y avait tellement de monde qu'on ne voyait plus le train. Donc, si vous tapez Atbara, 6 avril 2019, sur Internet, vous verrez cette image qui est incroyable, qui a été filmée par plein de gens avec les téléphones portables. Et il se trouve que ce train, ces rails, passent devant le palais présidentiel. Donc c'est quand même assez génial. Et les jeunes que vous voyez dans le film au début, qui sont en train de taper sur le pont ferroviaire, parce que c'est par ce pont qu'est arrivé le train, et c'est un pont qui est en acier. Et donc ils utilisent le pont devient leur instrument de percussion. Et pourquoi est-ce qu'ils tapent sur ce pont? C'est pas expliqué dans le film, donc je vous le dis maintenant. Parce que de l'autre côté du pont, il y a le bureau de M. El-Bolhan, le général El-Bolhan, qui, une fois Omar el-Bashir tombé, a pris la place d'Omar el-Bashir. Et les Soudanais n'étaient pas dupes. Ils avaient bien vu ce qui s'était passé en Égypte avant, donc ils savaient qu'une fois que le dictateur tombe, comme Moubarak au Caire, eh bien, il y a d'autres généraux qui vont essayer de prendre la place de celui qui vient de se faire renverser, ce qui a été le cas en Égypte. Et donc, ils ont dit, nous, on ne quittera pas le quartier, on ne partira pas, tant qu'on n'obtiendra pas la démocratie. Et c'est pour ça qu'il y a le massacre du 3 juin. Et quand les jeunes tapent sur le pont ferroviaire, ils savent que le son arrive jusqu'au bureau de M. El-Bolhan, et ils savent que ça l'énerve beaucoup, et ils le font 24 heures sur 24. Shabab el-Nafa. Les enfants, les jeunes du pont, on les a surnommés comme ça. Toi quand tu arrives le 16 mai, tu trouves une ville occupée, une ville dans la ville, ce qui serait l'équivalent d'un 8e arrondissement. Imagine que tu chantes. Le 8e arrondissement comme ça occupé. Mais c'était structuré comment? Parce que occupé, ça peut être... on peut planter des tentes et ne rien faire, mais j'avais l'impression, ce que tu m'avais raconté, c'est que c'était réellement organisé comme une ville, c'était devenu des quartiers totalement réorganisés. Je ne sais pas si... je pense qu'il n'y a pas d'équivalent en France, peut-être Nuit debout avait pu être quelque chose un peu dans ce sens-là, mais non, parce qu'en fait, dans le monde entier, ça a été des places. La place Tahrir, la place de la République, l'avenue Bourguiba à Tunis, mais là, ce n'était pas une place, c'était une ville, c'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, pour aller de la librairie à la clinique, il fallait marcher une demi-heure, enfin voilà. Donc, il faut imaginer que c'est beaucoup plus grand et, oui, extrêmement organisé. Ce qui n'est pas du tout montré dans ce film, c'est l'organisation. Organisé par qui? Organisé par les comités de résistance. Dans chaque quartier, il y avait un comité de résistance. Dans chaque village,
La révolution s'est faite à l'échelle de tout le pays. Et les comités de résistance, ceux que j'ai rencontrés, ne voulaient pas être filmés et ne voulaient surtout pas qu'on sache comment ils s'organisent. Pour pas que les militaires puissent justement... Parce que justement, il y a vraiment tout est organisé de manière secrète, mais c'est presque miraculeux, ça se passe. Et puis les syndicats étaient très importants. Les syndicats des avocats, les syndicats des cheminots, les syndicats des médecins. Toutes les corporations. Exactement. Et donc dans cette ville, dans la ville, il y avait 2 cliniques aux 2 opposés du lieu qui ont été montées par des médecins qui, quand ils ne travaillaient pas, venaient, au lieu de prendre leur pause, ils faisaient un shift supplémentaire dans la clinique du sitting. Il y avait une école pour les enfants des rues, parce qu'au Soudan, il y a des millions d'orphelins de guerre. Depuis le génocide de Darfour, dans le Kordofan, dans la région du Nil bleu, beaucoup d'enfants qui sont retrouvés orphelins et qui sont remontés vers la capitale et qui vivent et dorment dans la rue. Et ils ont été recueillis par le sitting. Donc il y a eu une école pour les enfants des rues, des tentes qui ont été plantées pour pouvoir les accueillir. Il y avait une librairie. Alors la librairie, le principe, c'était que ces 2 copains, Hamza et El Tahir, c'est pas dans le film non plus. Je les ai filmés, mais on les a pas gardés dans le film. Vous demanderez pourquoi Gladys Jojo, la monteuse du film. Parce qu'on se bagarrait beaucoup. Parce qu'en fait, moi, si c'était moi, le film il aurait duré 3 ou 4 heures. Mais heureusement, il y avait une bonne monteuse. Et donc, Hamza et El Tahir, au début, on amené quelques livres. Et on dit à tous les gens, et on crée un stand, comme ça, il y avait une dizaine de livres. Et ils ont dit à tout le monde, vous pouvez amener des livres que vous voulez partager. Et tout le monde a amené les livres qui étaient interdits sous le régime d'Omar el-Bashir. Et donc il y avait quelques livres au début, il y en avait 5000 à la fin. C'est la première chose qu'évidemment les militaires ont brûlé. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une révolution avec toutes les classes sociales confondues. Donc il y avait des pauvres, des homeless, des réfugiés de guerre, des orphelins, mais il y avait aussi des gens très riches qui ont donné, par exemple, la scène sur laquelle il y avait les concerts, les projections de films, il y avait un écran géant. Et si le sitting a été démantelé le jour, la veille de la fin du Ramadan, ce qui est l'équivalent du 24 décembre pour les Soudanais, c'est parce que dans le sitting, il y avait beaucoup d'enfants de militaires, de généraux, donc de familles très privilégiées. Et ils ont sciemment choisi cette date parce que tous les enfants de bonne famille rentrent à la maison pour fêter. Et ceux qui sont restés sur place et qui se sont fait massacrer, c'est principalement des sans-abri, des pauvres, des gens d'autres régions. Ce qu'on a peut-être du mal à comprendre dans l'imagerie qu'on a, déjà d'abord parce qu'on n'a pas d'image, on n'a pas beaucoup d'images du Soudan, on n'en a même pas, il faut bien le dire. Même aujourd'hui encore, il se passe plein de choses ces dernières semaines, on n'en a pas, on a très peu d'échos. On a très peu d'échos de ce qui se passe au Soudan. Mais on a une dictature qui a duré 30 ans exactement, c'est ça. La dictature de Bachir, elle dure de 89 donc à 2019. Il y a un mouvement populaire, elle tombe et c'est immédiatement les généraux. Comment tu arrives à nous l'expliquer? Parce que dans nos imaginaires, les dictatures en fait, chaque fois qu'une dictature tombe, c'est avec la complicité d'autres généraux qui la laissent tomber et qui veulent prendre la place de celui qui tombe. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Parce que, en fait, toutes ces révolutions, et particulièrement celle qui s'est passée au Soudan, est pacifique. Et qu'en face, il y a des gens qui sont surarmés et qui ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Donc c'est une chute symbolique, mais qui représente aussi un désir, le désir du peuple. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont en faire aussi? Parce que ce qui est très beau, c'est que les Soudanais ont le rêve de la Madaniya. La Madaniya, ça veut dire le gouvernement citoyen, ça vient du mot Madani, citoyen en arabe. Et c'est l'idée d'un État séculier qui soit ni militaire, ni religieux. Les Soudanais disaient les militaires à la caserne, les religieux à la mosquée. Et donc en fait c'est aussi une révolution qui se fait contre l'islam politique et contre les 2 malédictions qui pèsent sur la région, parce qu'on a l'impression que dans toute la région, soit on a une dictature religieuse, soit on a une dictature militaire. Les Soudanais ont eu les 2 en même temps pendant 30 ans. Et donc ils ont cette maturité politique, et c'est pour ça que c'était aussi important de faire ce film, et que dès que je suis arrivée sur place, j'ai été inspirée par ce que j'ai vu, parce que je me suis dit, mais c'est l'avenir de toute la région, c'est je le dis dans le film, l'avenir de mes pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, où on voit bien qu'il n'y a pas eu cette réflexion. Parce qu'après la révolution en 2011, c'est le parti islamiste Nahda qui va être élu,
Et après la révolution de la place Tahrir en Égypte, c'est Morsi, le candidat des frères musulmans, qui va gagner les élections. Donc, et les Soudanais, parce qu'ils ont connu dans leur chair la violence de l'islam politique, qui est le contrôle des corps, et c'est pour ça qu'il y a autant de femmes qui participent à cette révolution, c'est parce qu'elles sont les premières concernées par la violence de la dictature d'Omar el-Bachir, qui notamment avait mis en place une police des mœurs qui tournait dans les rues, et si une fille était trouvée en train de marcher dans la rue avec quelqu'un qui était son petit ami et pas son père ou son frère, elle pouvait être arrêtée. Si une fille portait un pantalon, parce que c'est interdit de porter un pantalon ou son voile était mal mis, elle pouvait aussi être arrêtée. Et ce qu'on proposait aux femmes à l'époque d'Omar el-Bachir, c'était soit d'aller en prison et d'avoir un procès, soit de ne pas avoir de procès et de recevoir 40 coups de fouet en public. Donc c'était imaginer une société qui est construite sur l'idée de l'humiliation constante de la femme. Et c'est pour ça qu'elles sont en première ligne des manifestations. En prenant des risques, j'imagine, encore plus considérables. J'ai une dernière question avant de passer le micro au public. Mais tu disais, j'arrive, et ça semble naturel, on a l'impression que tu arrives avec une caméra, et les gens se laissent filmer, tu rencontres les bonnes personnes, et que tout se construit très vite. Mais oui, c'est ça. Oui, les gens ne se laissent pas filmer, les gens veulent être filmés. Parce qu'ils n'ont pas d'image pendant. C'est ça, les gens qui sont sur le sitting, en fait, il y a très peu d'interviews. Par exemple, cette femme qui s'occupe des enfants des rues et qui enseigne dans l'école des enfants des rues, je ne l'ai pas du tout interviewée, j'étais en train de filmer et elle vient vers moi et elle dit ce que vous avez vu dans le film et elle s'en va. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film, qui me sont arrivées, qui se sont passées exactement comme ça. Il y avait quelque chose de très très inédit pour moi, parce que par exemple, quand j'ai tourné Paris-Stalingrad, sur les campements de rue à Paris, les gens sont dans une situation d'humiliation, ils dorment par terre, ils sont maltraités par la police, donc ils n'ont aucune envie d'être filmés. Alors que là, quand je suis arrivée à Khartoum, les gens voulaient être filmés, il y avait un désir aussi d'envoyer un message au monde. Le film que vous voyez aujourd'hui, c'est comme une bouteille à la mer qu'on jette, et cette bouteille à la mer, c'est tous les gens qui sont dans le film qui l'ont jetée pour qu'elle arrive jusqu'à vous, pour que vous la trouviez, que vous trouviez le message dans la bouteille et que vous l'entendiez. Parce que le Soudan est tellement invisibilisé. Il a été invisibilisé à cause de la dictature, parce que quand il y avait Omar el-Bachir, c'était impossible pour des journalistes étrangers ou des cinéastes d'aller faire un film là-bas. Et puis une fois que Omar el-Bachir est tombé, parce que cette révolution n'intéressait personne. Parce que dans l'imaginaire collectif, notamment des médias et des gens qui décident qu'est-ce que vous devez regarder ou pas, parce que j'ai été journaliste, donc j'en ai fait l'expérience, je peux vous le dire, et ils sont convaincus que le Soudan, ça ne vous intéresse pas. Voilà, donc ce film, c'est pour prendre le contre-pied de mes rédacteurs en chef à l'époque où j'étais journaliste, et je suis bien heureuse de ne plus l'être. T'as eu l'impression Non, c'est pas renégat, j'ai été journaliste pour gagner ma vie. Et quand même, je vous raconte l'histoire. J'ai toujours voulu faire du cinéma et des films, mais mes parents, qui sont tous les deux des artistes, et qui ont beaucoup souffert de ne pas bien gagner leur vie, et d'être en galère tous les mois pour payer leur loyer, quand je leur ai dit que je voulais faire une école de cinéma et tout, ils m'ont dit « Ah non, maintenant tu vas passer la grecque de philo, parce que j'étais bonne en philo, tu vas faire normal sup, philo, tu vas enseigner, puis après tu verras si tu veux faire du cinéma, mais au moins tu auras un travail et un salaire tous les mois. » Nous, on ne savait pas que c'était comme ça qu'il fallait faire, donc toi tu vas faire comme ça. Et donc j'ai suivi, contrainte et forcée, j'ai obéi, et puis à un moment j'ai pété les plombs quand même. D'abord j'ai pas eu la grecque ni normal sup, après on m'a dit c'est normal, tu dois repasser le concours. Et là, j'ai dit non, je ne repasse pas le concours. Donc, je me suis échappée, je suis rentrée à Sciences Po. Il y a eu l'école de journalisme de Sciences Po qui s'est créée. Je fais super, un truc où peut-être je pourrais un peu filmer, donc j'y vais. Et voilà, et puis en sortant, comme à Sciences Po, on avait des profs qui étaient journalistes. Il y en a un qui s'appelle Gérard Saint-Paul, qui m'a pris en stage à Arte Info, parce que je parlais allemand et que j'avais étudié la philo comme lui, donc il m'aimait bien. Et puis il a été nommé patron de France 24 qui se créait. Et voilà, je me suis retrouvée à travailler à France 24. Et puis je me disais, j'étais contente, j'avais un salaire, je pouvais payer mon loyer. Mais là aussi, à un moment, j'ai pété les plombs et j'ai dit non, j'en peux plus, quoi. Et donc voilà, maintenant je suis ultra précaire, comme tous les réalisateurs de documentaires. Une question très sérieuse, après je passe le micro à la salle. Est-ce que tu as eu l'impression, je ne sais pas, que ta présence pouvait déranger, notamment je pense du côté des généraux, que tu étais à certains endroits surveillés?
je pense que du côté des gens qui répondaient à ta demande, ou qui venaient vers toi, il y avait aussi la peur, et tu l'as dit, pour certains, d'être représentés, d'être à l'image, même si je pense qu'ils t'aidaient. Alors non, au moment où j'arrive sur le sitting à Khartoum, la peur a disparu. Le mur de la peur n'est plus là. Donc ça, c'est un moment extraordinaire. Et puis en plus, ça fait déjà, donc moi j'arrive 15 jours avant la fin, donc ça fait déjà 40 jours qu'ils sont là, donc, et qu'ils se battent, et il y a eu des morts. Oui, exactement. Donc non, il n'y a pas la peur. C'est plutôt moi qui ai peur, parce qu'il y a partout des pick-up avec des armes de guerre, et les milices qui sont tout autour du sitting, et la présence des militaires qui est quand même très inquiétante. Donc moi j'ai peur, mais les gens qui veulent être filmés n'ont pas peur du tout, et qui font cette révolution. D'ailleurs, pour faire cette révolution, il ne faut pas avoir peur. Et c'était quoi la deuxième question? Ah oui, les militaires. Oui, les militaires, ça c'est l'avantage d'être une femme, seule. Ils ne vous prennent pas au sérieux du tout. Donc je me suis fait arrêter pas mal de fois. Mais il y a deux choses qui m'ont sauvée. D'être une femme seule, et d'avoir suivi le conseil de mes amis soudanais à Paris, d'y être allée avec mon passeport tunisien en demandant mon visa à partir du consulat du Soudan à Tunis. Et pourquoi? Alors ça, j'aurais jamais imaginé. On m'avait juste dit non, mais vas-y avec ton passeport tunisien. Je fais ok. Et donc, dès que je me faisais arrêter, la discussion partait tout de suite sur le foot. Parce qu'ils adorent l'équipe tunisienne. Et qu'ils détestent l'équipe égyptienne. Et que les Tunisiens sont venus jouer à domicile contre l'Égypte au Soudan. Et qu'il y a vraiment cette idée que, en gros, les Soudanais, ils soutiennent toujours l'équipe tunisienne contre l'équipe égyptienne. Voilà. Parce qu'il y a un racisme de dingue des Égyptiens envers les Soudanais, et donc les Soudanais détestent les Égyptiens. Les Égyptiens qui considèrent que les Soudanais sont des esclaves, sont leurs esclaves. Enfin, il y a un truc. Mais toi, quand dans la rue, les gens te demandaient est-ce que tu es journaliste, est-ce que tu es cinéaste, puisque tu disais que mais non, ils ne me demandaient pas si j'étais cinéaste. Pendant 30 ans, les gens pouvaient pas, les journalistes ne rentraient pas. Maintenant, ils y vont tout simplement pas. Mais pendant 30 ans, tu vois, ils ne pouvaient pas rentrer. Là, c'est tout neuf. On ne sait même pas s'ils peuvent rentrer. Donc tu te présentes comment? Comme juste une touriste curieuse? Mais j'ai pas besoin de me présenter parce que j'ai la caméra dans les bras, donc la caméra me présente, ouais. Une question. Oui. Ah non, non. C'est simplement pour dire que d'abord... Non, mais pour que les gens derrière vous entendent. Ah ben oui. C'est la question d'un écrivain, Dany Laferrière, qui en sait quelque chose sur la Révolution, Haïti, un pays qui a été pionnier dans la Révolution. D'abord, merci pour ce film magnifique. Et c'est bien vrai que ce serait bien de voir ce film en Haïti d'une façon ou d'une autre. En ce moment, c'est très difficile, mais c'est des moments difficiles qu'on a besoin de... Si vous m'invitez à venir à Haïti, je viens tout de suite, je rêve d'y aller. Oui, bien sûr. On voit bien qu'elle fait la tournée. Mais non, l'explication est magnifique. On a même entendu parler de la monteuse, on a vu toutes les strates, les leaders, les quartiers. On a entendu parler aussi des moyens, comment faire pour sortir, rencontrer les gens. Mais il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est quand même un film de poésie. Et c'est le film... La poésie est le personnage principal du film. C'est le personnage principal. On voit bien que toute cette immense structure n'arriverait jamais à voler s'il n'y avait pas ces poèmes, ces jeunes gens, ces jeunes femmes, et qui partout d'ailleurs se dressent carrément, on dirait, et comme, je ne sais pas, des menhirs. Ils sont droits, ils regardent vers le ciel et ils ont le souffle poétique de cette révolution. Il lui donne un sens, un vrai sens. Quand on entend ces poèmes, on se dit, quel que soit ce qui se passe, et cela est déjà fait. Juste d'avoir entendu cela, et c'est ça que j'ai pensé, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, un peu de richesse, un peu de trucs, si on a cette poésie-là. Si une ville peut produire des jeunes gens qui disent des chansons pareilles, des poésies, et qui font appel à la tendresse de cette manière-là, eh bien on a... Je rebondis sur la remarque de Dany Laferrière. Oui, applaudissez-le, c'est très beau. Je rebondis sur ce que vous venez de dire pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre, pourquoi ce titre est venu, Soudan, souviens-toi. C'est le poème à la fin du film, le dernier poème que vous entendez à la fin, qui est un poème d'outre-tombe, j'aime l'appeler comme ça,
Ce poème, le poète se met dans la peau d'un jeune qui a été assassiné par l'armée dans une manifestation. Ce jeune est mort et de l'au-delà, du ciel, il nous regarde et il s'adresse à ses amis et il dit « Quand la paix reviendra, souvenez-vous de moi. Quand vous reconstruirez le pays, souvenez-vous de moi. Quand vous planterez un arbre et qu'il donnera des fruits sucrés, souvenez-vous de moi. » Et le titre m'est venu en montage, en réentendant ce poème pour la 100e fois, parce qu'on ne trouvait pas de titre, hein. C'était une galère le titre. Et d'un coup je dis, mais c'est ça en fait, parce que l'idée du titre, et c'est l'idée de tout le film, c'est que tous ces jeunes ne soient pas morts pour rien. Et en parlant de poésie et comment la poésie peut vous rendre éternel, c'est pas que la poésie d'ailleurs, c'est la littérature, c'est la philosophie. Il y a un très grand philosophe iranien, persan, qui s'appelle Mullah Sadra Shirazi, qui a écrit un traité de philosophie qui s'intitule « Se rendre éternel » et qui explique comment, si vous avez une pensée et que vous l'écrivez et que vous la mettez dans un livre, vous devenez éternel. Et je voudrais terminer cette explication en vous disant que ce qui est très beau, c'est que le jeune homme magnifique qui a un t-shirt jaune, il s'appelle Karim, qui récite le dernier poème du film, le poème qu'il récite, et je ne le savais pas quand je filmais, c'est Mouzamil, le peintre, qui me l'a dit quand je lui ai montré les rushs, c'est un poème que récitait dans toutes les manifestations El-Rayah, qui est le jeune qui a été assassiné, c'est le meilleur ami de Mouzamil. Mouzamil est en train de le peindre. Pendant qu'il est en train de peindre, il est en train de faire le deuil de cet ami qu'il a perdu. Et c'est son poème que Karim dit ce soir-là. Et ce soir-là, c'est 1 an après sa mort. Les jeunes organisent un iftar à la mémoire de leur ami Rayah et de tous les autres jeunes qui ont été tués dans la même rue, parce que c'est ajouté au portrait de Rayah le portrait de 6 autres jeunes. Donc on est dans le quartier de Bahri, et dans une seule rue, il y a 7 jeunes qui ont été assassinés dans les manifestations. Et ce soir-là, tout le monde se réunit autour, c'est le Ramadan, 1 an après qu'ils aient été tués, et ils se réunissent pour se souvenir de tous ces jeunes qui ont été assassinés. Et je trouve ça tellement beau, parce que Rayah, en fait, c'est un poème, je n'ose même pas dire qu'il a écrit, parce que je vous raconte encore une autre anecdote liée au poème que je viens de vous réciter, qui dit « Souvenez-vous de moi ». Ce poème est juste une strophe, dans un poème qui dure presque une demi-heure, qui s'appelle « Chapitre de la Révolution », et qui est un poème qui raconte toute la Révolution, un peu comme une tragédie grecque, et qui donne la parole à tous les personnages de la Révolution. Il donne la parole à Omar el-Bashir, qui vient d'être déchu. Il donne la parole aux militaires qui assassinent. Il donne la parole à une mère qui vient de perdre son fils. Et à la fin de ce très long poème, il y a ce jeune qui a été assassiné. Et ce poème a été écrit, je ne le savais pas non plus, en fait, je l'entendais tout le temps dit par plein de gens différents, et les gens en plus jouaient les différents rôles et se répondaient. Et quand j'étais en train de dérocher à Paris, c'est mon ami Youssef Halim qui me dit, je lui dis, ah mais ce poème revient tout le temps, mais ils improvisent, ils racontent l'histoire de la Révolution, et il a éclaté de rire, il m'a dit, non, c'est un poème de Cheikhoun. Je lui dis, mais c'est qui Cheikhoun? Il me dit, bah, c'est un jeune poète de 23 ans, et là il m'emmène sur YouTube, et il me montre ce poète en train de déclamer, et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais il faut absolument que je le rencontre. Donc quand je suis retournée à Khartoum, j'ai cherché Cheikhoun, j'ai fini par le trouver assez difficilement, et c'était en plein coup d'état militaire, il se méfiait beaucoup. Il m'a donné rendez-vous dans un café, il ne voulait pas être filmé. Tu m'as dit qu'il travaille dans une banque. Ah oui, alors il m'a donné rendez-vous justement dans le mall, dans le centre commercial, en dessous de la banque où il travaille, à sa pause déjeuner. Et il travaillait à Banque El Khartoum, il était informaticien. Et finalement, on a sympathisé. J'ai aussi été introduite par quelqu'un qui était à la Maison de la Poésie, qui s'appelle Baraka, qui est quelqu'un d'extraordinaire, que j'ai rencontré via Paris aussi, un autre poète qui vivait à Paris, qui me l'a présenté. Enfin, la poésie était vraiment partout. Et c'est la poésie qui m'a protégée d'ailleurs tout du long du tournage. Et donc on s'est vus dans ce café. Et il a fini par m'inviter à venir le revoir chez lui. Donc je suis allée chez lui. Il est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. Tous ses frères et sœurs vivaient aux États-Unis, en Angleterre, étaient exilés. Et il était le petit dernier, il habitait avec ses parents. Et il ne voulait pas habiter seul, il voulait habiter avec ses parents pour s'occuper d'eux,
les aider, être vraiment avec eux, il les adorait. Et donc je lui ai dit, voilà, j'aimerais que la voix off du film, ça soit ton poème. Que toute la voix off du film soit ton poème. Et donc, est-ce que tu veux bien me lire le poème et qu'on enregistre, que je t'enregistre sur mon Zoom, et puis moi j'utiliserai ta voix quand je rentre à Paris. Donc il dit d'accord. Mais il me regarde, il me dit, mais parce que je lui dis, est-ce que tu peux lire le poème? Et il me regarde, il me dit, le lire? Mais je ne l'ai pas écrit. Je regarde, j'hallucine. Et il me dit, mais t'inquiète, il est là. Et il m'a lu tout le poème, 20 minutes, une demi-heure, presque une demi-heure, sans faire aucune erreur, sans se reprendre. Et ce que vous voyez dans le film, c'est 1 minute du poème. Parce que j'ai essayé de l'utiliser comme voix off, mais les producteurs m'ont dit qu'on ne comprenait rien. Donc finalement, c'est moi qui ai fait la voix off. Mais tu veux dire qu'il ne l'a jamais imprimé et que les gens qui dans le... Oui, ils l'ont regardé, parce qu'en fait, alors l'histoire... le reprenaient... C'est ça, parce que l'histoire, c'est qu'il était sur le sitting à Khartoum, et un jour, le poème, il m'a dit, est sorti de moi, donc il s'est mis à le réciter sur le site, et quelqu'un l'a filmé, et la vidéo est devenue virale sur Internet, à tel point que Al Jazeera a voulu faire un portrait de lui, donc là il est devenu encore plus célèbre, et ensuite les grands poètes soudanais, Azhari, El-Gaddal, l'ont invité, quand il faisait des joutes poétiques sur le sitting, ils l'invitaient à monter sur scène, pour dire ce poème. Et d'ailleurs il m'a raconté une autre anecdote que je ne peux pas m'empêcher de vous raconter, parce qu'elle est quand même très très drôle, c'est qu'il m'a dit, donc voilà, je montais à chaque fois sur scène, je disais le poème et tout ça, et un jour il rentre à la maison le soir, et son père est là, et il lui fait la gueule. Et il lui dit, bah, qu'est-ce que t'as? Et il le regarde, il lui fait, putain, mais quand même, t'exagères. Tu vas pas être le poète d'un seul poème. Il regarde son père, et il lui dit, mais papa, je suis pas poète. Et là, son père lui dit, je veux rien entendre. Il faut que tu fasses d'autres poèmes. Et il en a fait d'autres, et voilà. Et l'histoire avec le papa, quand même, c'est pas par hasard, parce qu'il m'a aussi raconté que son papa était professeur de littérature arabe et de langue arabe, très fort en arabe classique, et que à l'époque où Saddam Hussein était au pouvoir en Irak, il faisait venir des professeurs du Soudan, parce que les Soudanais sont très forts en arabe, pour venir enseigner à l'université de Bagdad. Donc son père a été professeur à l'université de Bagdad, et Cheikhoun est né à Bagdad. Et quand il était enfant, donc il est de 0 à 12 ans, il était à Bagdad. Quand il était enfant, il m'a raconté que chaque fois qu'il faisait une bêtise, au lieu de l'engueuler, son père lui disait un poème, qui était un peu une morale. Et enfant, ça lui faisait trépigner, parce que du coup, il ne savait pas quoi. Et donc, il m'a expliqué que quand il avait, dès l'âge de 8-9 ans, il a commencé à apprendre par cœur des poèmes pour être capable de répondre à son père par un poème. Et il me dit, c'est peut-être là que je me suis préparée à devenir poète, même si encore aujourd'hui il considère qu'il n'est pas poète. Et d'ailleurs, il est toujours ingénieur, et il a émigré au Qatar, il habite à Doha, et il travaille dans une banque. Moi, c'est la 3e fois que je vois le film, et chaque fois, je trouve ça plus déchirant, plus bouleversant que la précédente. Une fois par an, à peu près, c'est ça. J'ai vu un des premiers montages. Je suis encore plus frappée ce soir par la puissance des femmes, effectivement. Quand on pense que depuis 30 ans, elles ont vécu sous une dictature, je me demande quelle était leur éducation et comment elles arrivent à avoir cette finesse d'analyse, cette joie de vivre, cette niaque, cette éloquence extraordinaire, alors qu'elles ont passé leur vie, en principe, sous la chape de la dictature sexiste. La question est de Nancy Houston, écrivain, qui est une grande amie à moi, qui me connaît depuis que je suis toute petite, parce que mon papa était très ami avec Tsvetan Todorov, et donc voilà, les deux familles sont liées, des familles d'exilés, d'écrivains exilés, parce que mon père est un Tunisien exilé, ma maman est une Maroco-Algérienne exilée, Nancy est aussi une exilée, qui est arrivée du Canada, et Tsvetan de Bulgarie. Donc voilà, c'est ça qui est beau à Paris.
Et on a Alain Maboncou qui est aussi un exilé. C'est que Paris, c'est une ville-monde où il peut y avoir... Ah pardon, je suis devenue dingue. Dany, non, non, au contraire. Il est sympa. Je suis deux. Tu es deux. Et donc, cette question, oui, elle est très très importante, la question des femmes. Je dirais que, parce que tu posais la question, tu disais, elles ont vécu sous la dictature et tout ça. Et en fait, la dictature, de ce que j'ai compris, du peu de temps que j'ai passé au Soudan, c'est que la première chose qu'a fait Omar el-Bachir quand il est arrivé au pouvoir en 1989, il a fermé les cinémas, il a fermé les cabarets, il a fermé les lieux, les cafés, les lieux de vie. Il n'y avait plus d'espace public, il n'y avait pas d'endroit où faire la fête, il n'y avait pas d'endroit où se retrouver. Et donc les gens étaient très isolés les uns des autres. D'où la puissance de la fête qu'on voit sur ce sitting. Et quand on est dans cette situation de fermeture absolue, on lit beaucoup plus. Et c'était un pays aussi qui était fermé au système monétaire international parce que les attentats contre l'ambassade de Nairobi, l'ambassade américaine de Nairobi, ont été préparés à partir de Khartoum. Et les États-Unis, pour punir le Soudan, les a sortis du système monétaire international et les a mis sur la liste des pays terroristes avec la Corée du Nord, la Syrie. Donc c'est un pays où il n'y a pas de Starbucks, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien à faire en fait. Et les gens, ils lisent, ils écrivent, ils sont beaucoup plus dans l'introspection. Ils ne sont pas dans le monde capitaliste dans lequel nous on vit aujourd'hui, où on est complètement absorbé par notre téléphone portable. Et je crois que c'est-à-dire que ce côté atroce de la dictature, le bon côté, c'est ça. C'est qu'ils vivent aussi beaucoup entre eux et ils discutent beaucoup. Oui, les gens discutent entre eux. Et puis, il y a toujours eu au Soudan une excellente université, ce qui fait que les Soudanais se faisaient embaucher dans toute la région. Beaucoup de médecins soudanais qui ont étudié la médecine à Khartoum exercent en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, de la même manière que le papa de Cheikhoun qui a été embauché pour enseigner à Bagdad. Donc, voilà, les Soudanais avaient des bonnes universités, ils étaient bien formés, malgré la dictature. Les femmes allaient à l'université aussi ? Les femmes allaient à l'université, bien sûr. Donc, cette question de comment ça se fait qu'il y a des excellentes questions, en dehors de la première question sur les femmes, et comment ça se fait que sous une dictature, les gens soient si bien informés, soient cultivés, soient ouverts. Et c'est une question quand on est de l'autre côté. Je me souviens quand je venais de quitter Haïti, j'avais 23 ans précisément, j'arrivais à Comme Cheikhoun. Vous aviez le même âge que Cheikhoun. Oui, j'ai la cellule de 23. Et juste une petite question pour toi. Tu dis qu'on parle un très bel arabe, magnifique au Soudan. Quelqu'un a dit que tu parlais un joli arabe. C'est négatif. Avec un joli arabe. Je parle un arabe bricolé. Oui, c'est ça, un joli arabe, je l'ai compris. Et oui, alors je disais que quand j'étais arrivé à Montréal, tous les Haïtiens exilés qui se trouvaient depuis longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, et ils pensaient que je devais être un ignare, puisque j'étais sous la dictature, qui avait fermé les écoles, qui avait fermé et tout, la dictature des Duvaliers. Et c'est une fausse idée que l'on se fait de la culture dans une seule génération. Et c'est quelque chose qui s'étend et plus vastement. Et pour Haïti, par exemple, on a, pour avoir vraiment une identité solide, il faut s'appuyer sur quelque chose de solide, par exemple un trépied. Et cette culture a inventé une révolution, la révolution haïtienne qui a eu l'indépendance, et contre l'armée de Napoléon déjà, une histoire. Et durant cette révolution et l'esclavage, une langue, le créole, dans la fournaise de Saint-Domingue, et cette langue a été appuyée dans cette bataille. Et l'arabe soudanais est une forme de créole, parce que dans l'arabe soudanais, il y a toutes les autres langues du Soudan. Au Soudan, on parle 117 autres langues que l'arabe. Donc imaginez que dans ces poèmes qui sont dits en arabe, il y a toujours des mots, des expressions qui viennent de ces 117 autres langues. Ce qui fait une langue très riche, c'est là que je voulais en venir. Alors il y a le créole et il y a le vaudou. Et bon, c'est une religion quand même assez spéciale, puisque Erzulie Freda Dahomey, qui est la déesse du vaudou, est une femme qui peut avoir 3000, 4000 amants et amantes.
Et il n'y a pas ça aussi d'un bout à l'autre. Le spectre est large. Donc, ce qui veut dire que... Alors, il y a quelque chose aussi, je fais encore là, je rebondis sur le Soudan. Au Soudan, il y a eu des femmes qui ont été des reines pharaoniques. Le Soudan est une civilisation pharaonique distincte de l'Égypte, je tiens vraiment à le dire. Et il y a eu des femmes qu'on appelait les Kandak, les reines Candace, qui ont régné au début de notre ère. Et l'une d'elles a repoussé l'invasion romaine de l'empereur Auguste. Donc cette place des femmes, elle remonte à très loin. Et cette culture aussi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une affaire d'une génération ou deux, c'est une affaire qui remonte. 30 000 ans d'histoire, monsieur. Voilà, bon, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Si je peux me permettre, pour la place des femmes... Alors qui parle? Ah oui, voilà, ça je vois. Oui. Il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, mais j'ai vécu au Soudan entre 2017 et il y a quelques mois. Il y en a plusieurs qui disent que le Soudan est une société matriarcale aussi. Oui, la place des femmes est quand même importante, pas forcément au premier plan, mais il y en a beaucoup qui sont managers, qui étaient managers pendant la dictature. Quand on ouvre la porte d'un immeuble un peu délabré, en fait à l'intérieur il y a plusieurs entreprises et les femmes ont des places de managers, d'architectes. Elles ne sont pas forcément présentes dans la politique ou dans la rue, mais elles ont une place et elles sont respectées dans la société. Et je voudrais vous rappeler cette image, peut-être que vous vous en souvenez, quand la révolution a commencé au Soudan, il y a une image qui nous est parvenue dans les médias, c'est celle de Ala Salah, qui a d'ailleurs écrit un très beau livre qui s'appelle Le Chant de la liberté, qui est paru ici en France, qu'elle a fait avec un journaliste français, avec une préface de Rokhaya Diallo. Et Ala Salah, elle est devenue le symbole de la révolution soudanaise. Elle est montée sur le capot d'une voiture et une journaliste de Reuters l'a filmée. Elle était habillée tout en blanc et elle chantait. Et cette image a fait le tour du monde. Mais personne n'a traduit le poème qu'elle chantait. Alors je vais vous le dire, c'est le même poème qui est dit par Karim à la fin. C'est « Vous nous avez tués au nom de la religion, vous nous avez emprisonnés au nom de la religion ». Elle s'adresse au régime d'Omar el-Bachir. Mais la religion n'y est pour rien. La religion dit « Combattez les tyrans pour la liberté ». Et c'est ça que j'adore avec les Soudanais, c'est qu'ils sont contre l'islam politique, mais ils ne sont pas islamophobes. Petit pic à ce qui se passe en ce moment en France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis de la Fédération internationale. Oui, je suis complètement myope comme Marilyn Monroe, donc je vous vois flou, mais vous avez l'air très belle. Moi, je vous vois très bien de là où je suis. Merci encore, en tout cas, d'avoir pris le temps d'être là et merci pour ce film. Je suis de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH. Et donc qui est partenaire du film, je vous remercie. Tout à fait. C'est nous qui vous remercions. On est vraiment ravis de mener ce travail ensemble et encore bravo de faire venir la parole des Soudanais et des Soudanaises jusqu'ici. Du coup, j'aimerais un peu nous ramener peut-être aussi sur terre et sur la réalité au Soudan aujourd'hui. Parce que c'est l'objectif de ce film, c'est d'alerter, c'est de diffuser ce qui se passe actuellement. Et en gros, ce que nous faisons à la FIDH, mais aussi avec d'autres partenaires, que ce soit Amnesty, Human Rights Watch ou d'autres, c'est de travailler avec la société civile soudanaise. Donc quand on dit société civile, on parle des activistes, hommes et femmes, on parle des défenseurs, des défenseuses, des médecins, des syndicats, de toutes les personnes qui se sont levées depuis 2019, comme vous l'avez bien décrit, 2018 même, depuis le début de la Révolution, et qui aujourd'hui subissent la guerre civile. Donc cette guerre, c'est l'une des pires aujourd'hui, et effectivement, comme vous l'avez bien rappelé, à la fin du film, elle est largement passée sous les radars. Elle passe sous les radars, y compris au niveau de la communauté internationale. Il faut savoir que sur le Soudan, par exemple, on hésite encore à parler de risque de génocide, alors qu'il y a clairement un ciblage ethnique qui est fait dans certaines régions. Vous avez cité le Darfour, le Kordofan, le Nil bleu, etc. Et qu'au Soudan, on est aussi sur un continuum de la violence, un continuum de l'impunité. Quand on parle de certains des militaires qui sont cités ici, les RSF ou le clan de Hemeti, on parle des anciens Janjaweed, on parle de ceux qui ont aussi décimé ces populations sur les 20 dernières années. Donc voilà, c'est simplement pour dire que ce film est l'occasion pour nous tous et toutes, en tant que citoyens et citoyennes du monde, d'avoir aussi une solidarité agissante, de se dire qu'on peut agir aujourd'hui. Donc les personnes qui sont en première ligne dans ce film sont des témoins de l'histoire, et certains et certaines, d'ailleurs, je suis quasi certaine qu'elles le font, c'est
documente en fait, documente les violations qui sont commises, parce qu'elle croit en ce slogan de la révolution qui était liberté et justice. Le mot justice revenait systématiquement. Voilà. C'était Et vous avez oublié le mot paix. Et paix, bien sûr. C'est vrai, parce que je suis très en ce moment sur justice, parce que l'impunité est juste insupportable à ce Alors, la raison de la guerre, parce qu'on dit guerre civile, mais en fait ce n'est pas une guerre civile. La vraie raison de cette guerre, c'est cette impunité. Les révolutionnaires, la première chose qu'ils ont demandé, c'est que tous ceux qui avaient commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité soient jugés. Tout à fait. Ils ont fait le coup d'État militaire en 2021 et les Soudanais ont résisté de toute leur force à ce coup d'État militaire, à tel point que la seule solution pour arrêter la résistance des Soudanais a été de déclencher cette guerre. La vraie raison de cette guerre, c'est de réduire au silence toutes les voix de la société civile et d'empêcher que les procès et que justice soit faite. Exactement. Ça, c'est la vraie raison de la guerre. La deuxième vraie raison de la guerre, c'est l'avidité des pays voisins et des puissants, et notamment des Émirats arabes unis, mais aussi de l'Arabie saoudite, qui, parce que personne ne le dit, mais c'est quoi le génocide au Darfour? On va brûler un village, incendier un village. Qu'est-ce qui arrive à ce village ensuite? On va s'accaparer les terres, et les milices et l'armée vont revendre ces terres aux plus offrants, et ensuite ces terres vont devenir des fermes de 500, 600 hectares, qui appartiennent à des grands propriétaires terriens émiratis et saoudiens, et l'intégralité de ce qui est produit dans ces fermes, parce que ce que personne ne sait, c'est qu'aussi le Soudan est un des pays les plus riches en termes de terres agricoles en Afrique, et que juste avec l'agriculture du Soudan, on pourrait nourrir tout le continent africain. À l'époque où il y a eu la colonisation britannique, les Anglais disaient que le Soudan était le grenier de l'Afrique. Et ils disaient ce que je viens de dire, qu'on pourrait nourrir tout le continent avec l'agriculture soudanaise. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, et la vraie raison de cette guerre, c'est une forme de néocolonialisme exercé par les pays voisins qui veulent mettre la main sur les richesses. Et les richesses, c'est pas seulement l'or et l'uranium, c'est la terre. Et les gens qui se font massacrer, et le nettoyage ethnique, ce sont des gens qui sont des paysans sur des terres très riches et qu'on va assassiner pour prendre leurs terres. Le land grabbing. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas dit aussi clairement que ça dans la presse, et je ne comprends pas pourquoi ça ne fait pas la une des journaux. Pourtant, les Soudanais ont porté plainte il y a 3 semaines à la Cour internationale de La Haye contre les Émirats arabes unis pour complicité de génocide. La plainte a été refusée aujourd'hui, elle a été jugée irrecevable, alors qu'on a toutes les preuves de ce qui est en train de se passer. Les Émirats envoient des avions entiers remplis d'armes qui atterrissent à Niala, et il y a un excellent journaliste, si vous voulez en savoir plus, qui écrit de très très bons articles dans Le Monde, qui s'appelle Elliot Brachet, et son dernier article dans Le Monde pour l'anniversaire des 2 ans de la guerre, le 15 avril dernier, il a écrit un article avec toute une enquête sur la responsabilité des Émirats arabes unis dans la guerre et quel est l'objectif de cette guerre, la partition du pays. Encore une fois, c'est comme des chiens enragés et chacun arrache un bout du Soudan. La séparation déjà entre le nord et le sud était liée à la présence du pétrole au Sud-Soudan. Il y a eu beaucoup de massacres au Sud-Soudan qui étaient dus à la dictature d'Omar el-Béchir, qui était une dictature raciste, qui assassinait les gens parce qu'ils étaient africains en disant que les Arabes étaient supérieurs aux Africains. Mais depuis la séparation en 2011, on est aujourd'hui en 2025, les gens du Soudan du Sud ne voient toujours pas la couleur de l'argent du pétrole qui est sur leur terre. Et ce sont les entreprises comme Total, et en gros c'est les Chinois, les Américains et les Français qui se partagent le gâteau au Sud-Soudan. Et les Sud-Soudanais, il y a 0 développement depuis 15 ans. Et la situation humanitaire et la situation de développement au Sud-Soudan est catastrophique. Donc voilà à quoi a mené la séparation, à rien pour la population. Et aujourd'hui, l'avenir du Soudan, dans l'esprit des Émirats, de l'Arabie Saoudite et des autres voisins qui sont impliqués dans cette guerre, c'est de diviser le pays et chacun prend un morceau. Et toute l'histoire de cette révolution et tout ce que vous voyez dans ce film et pourquoi les gens se battent de toute leur force, c'est pour récupérer leur pays. En anglais, on dit « reclaim ». En Afrique du Sud, il y a un mouvement qui s'appelle « Reclaim the City », parce qu'il y a encore l'apartheid aujourd'hui en Afrique du Sud, et que dans les centres-villes, il n'y a pas de noirs en Afrique du Sud. Et donc il y a un mouvement qui s'appelle « Reclaim the City », et on pourrait dire que les Soudanais, c'est ce qu'ils font, ils « reclaim their country ». C'est le pays leur est volé, confisqué. C'est ça le drame. Le mot de la fin, ce que je voulais juste souligner, pardon de vous couper, mais c'est exactement ça, c'est que la société civile soudanaise est très organisée.
Et vous l'avez dit, dans les comités de résistance. Et on peut faire des dons à Khartoum Kitchen, possible notamment. d'agir. Il y a des activistes et des ONG soudanaises qui travaillent justement pour que cette justice, C'est pour ça que je cite malgré Khartoum le temps, Kitchen. exactement, puisse aboutir. Donc il y a vraiment des juristes et des avocats qui, chaque jour, travaillent là-dessus. Et donc j'invite chacun de nous, en fait, à son niveau, au niveau le plus local, au niveau national, à l'échelle internationale, en fonction de ses réseaux, d'essayer de trouver des groupes qui fonctionnent et qui travaillent avec la société civile soudanaise. Voilà. Alors, juste moi, je parle de Khartoum Kitchen parce que je les ai rencontrés et que vous les retrouvez sur Instagram et sur Facebook et que vous pouvez faire des dons et qu'ils permettent, via les comités de résistance qui ont été créés pendant la Révolution, d'acheminer l'aide humanitaire. Donc, vous pouvez faire un don et vous pouvez aussi suivre la page du film Sudan Remember Us si vous voulez avoir des nouvelles de toutes les gens qui sont dans le film, de ce qui se passe au Soudan et des projections qu'il y a un petit peu partout dans le monde. Je voulais vous dire aussi que le film est accompagné par les protagonistes du film à travers le monde. Aujourd'hui, on le montre ici. Il était montré à Dubaï il y a quelques heures et c'était Shahjan qui a présenté la séance. Mouzammil a présenté le film à La Haye et il est en train de faire une demande d'asile aux Pays-Bas parce qu'il a été invité par un festival aux Pays-Bas et il a eu l'opportunité de rester et de faire sa demande d'asile là-bas. Khatab, qui récite de la poésie dans le film et qui vivait au Caire quand on a écrit les cartons que vous voyez dans le film, n'a pas supporté l'exil en Égypte et a décidé de rentrer à Khartoum et de s'engager dans l'armée. Et il fait partie des soldats qui ont libéré Khartoum de la milice RSF qui avait commis énormément d'exactions dans la capitale. Et il est aujourd'hui encore à Khartoum. Shahjan a réussi à passer la frontière et à aller en Ouganda parce que la guerre, elle s'était réfugiée à Port-Soudan, mais la guerre arrive jusqu'à Port-Soudan aujourd'hui. Heureusement qu'elle a quitté il y a un peu plus de 10 jours Port-Soudan parce qu'elle a pris l'avion de l'aéroport de Port-Soudan qui a été bombardé hier. Voilà, pour vous donner un petit peu des nouvelles de tous ceux qui sont dans le film. Et Karim, qui récite de la poésie, le beau garçon au t-shirt jaune, il est toujours à Khartoum. Il est à Omdurman. Et merci à la LDH d'être intervenue. Oui. Qu'est-ce qui peut redonner de l'élan à cette révolution? Est-ce qu'elle est confisquée? Est-ce qu'elle est terminée? En ce moment, il y a cette guerre de dispute de pouvoir entre deux hommes dont tu parlais déjà sur notre plateau. Qu'est-ce qui peut redonner de l'élan à cette révolution aujourd'hui, sachant que certains ont malheureusement été contraints à l'exil? Alors, je ne sais pas ce qui peut donner de l'élan, mais en tout cas, par exemple, Khatab, qui faisait partie du groupe les Radibounes, c'est-à-dire parmi les gens, les Radibounes, c'est les Angry Boys, pendant la Révolution, qui est un des groupes les plus radicaux et qui allait au-devant des militaires et qui risquaient leur vie et qui sont morts sous les balles des militaires quand ils résistaient au coup d'État militaire. Ils sont rentrés dans l'armée en disant qu'ils voulaient avoir leur mot à dire le jour où la paix reviendra et que c'était important, malheureusement, même s'ils avaient toujours été pacifistes, de participer à cette guerre. Donc il y a ceux qui ont fait ça. Il y a ceux qui sont dans les comités de résistance et qui continuent de l'intérieur, comme vient de le dire la LDH, de se battre pour au moins acheminer l'aide humanitaire et créer une solidarité à l'intérieur du pays pendant la guerre. Donc rien n'est perdu, il y a 40 millions de Soudanais extraordinaires, ils sont toujours là. Et comme dit Mouzammil, le peintre du film, il a dit dans une interview à Al Jazeera, ils peuvent nous tuer par centaines de milliers, mais ils ne peuvent pas tuer une idée, l'idée de la liberté. Nous recommencerons autant de fois que cela sera nécessaire jusqu'à ce que nous arrivions à obtenir la Madaniya. Comment ils se situent collectivement? Comment ceux qui ont fait la révolution se situent collectivement aujourd'hui entre une guerre qui est menée entre deux clans généraux qui sont tout aussi... Ils sont dans une situation tragique, c'est-à-dire la peste et le choléra, parce qu'en fait l'armée de Burhan a fait le génocide avec la milice de Hemiti il y a 20 ans, en 2003. Burhan et Hemiti, les deux hommes qui ont déclenché cette guerre, sont des amis de 20 ans, des criminels qui ont commis des crimes ensemble. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. La différence entre l'armée régulière et la milice, c'est que dans la milice, il y a des mercenaires étrangers et que la milice devait faire le sale boulot que les militaires ne voulaient pas faire. C'est-à-dire certains Soudanais refusaient de tuer d'autres Soudanais. Et donc c'est pour ça que Omar el-Bashir a créé la milice des RSF. Et cette milice, c'est Frankenstein. C'est-à-dire elle est créée par le dictateur
Et puis à un moment donné, elle devient plus puissante que l'État, et Hemeti devient l'homme le plus riche du pays, parce qu'il s'est accaparé les mines d'or dans le Sud-Soudan, enfin dans la région du Darfour, et qu'en échange de l'or, il achète des armes, et à un moment donné, il devient plus puissant que le général Burhan, et il veut prendre sa place. Donc, mais ces deux hommes, ils sont les deux faces de la même pièce. Maintenant, c'est vrai que la jeunesse révolutionnaire qui s'est engagée du côté de l'armée, c'est qu'elle se dit que l'armée, c'est moins pire que la milice. Mais il y a aussi des gens qui disent, il y a un média qui s'appelle Soutfa, qui est magnifique. Si vous voulez savoir ce qui se passe au Soudan, allez regarder le site de Soutfa, qui est un site d'information soudanaise créé par des Soudanais qui vivent en France. Et Hamad, qui fait partie de Soutfa, on a fait ensemble une projection à Marseille, et il a dit, ils sont tous dans une illusion. Chacun se raconte une belle histoire. Ceux qui sont du côté de la milice, ceux qui sont du côté de l'armée. Il n'y a aucun côté qui est mieux que l'autre. Voilà. Donc je ne sais pas. Sur ces questions-là, j'ai pas de réponse en fait. Ce que je sais, c'est que ce que je ne supporte pas, c'est quand un chercheur français ou un journaliste français me dit « Oui, mais bon, tout a été détruit, maintenant c'est la guerre, donc en fait ce que vous avez fait, ça sert à rien. Et puis cette révolution, ça sert à rien. » Là, ça me rend dingue, parce que tout à l'heure on parlait de la Révolution française. N'oublions jamais que qu'est-ce qui se passe après 1789 ? On a un coup d'état militaire et 20 ans de guerre. Bonaparte qui devient Napoléon, les guerres européennes qui déclenchées par Napoléon, et puis ensuite on a la Restauration, ensuite on a le Second Empire. Donc, je sais pas, il faut réfléchir sur un temps historique, il faut relire Hegel. On ne fait jamais une révolution pour rien. Voilà. Mais j'ai l'impression que tout le monde veut rentrer à la maison, donc on va s'arrêter là. Oui. Je vais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à Elliot Brachet. Effectivement, il faut lire ces articles, ils sont super, et il a vécu longtemps au Soudan. Parlez plus dans le micro. Et il connaît vraiment le pays. Ensuite, sur les dons, j'ai été donc à Omdurman encore il y a quelques mois. Et juste avec 100 € ou même 20 €, en fait, cet argent va directement à une personne, parce qu'on les aidait nous aussi, on vérifiait que l'argent était bien dépensé. Ils achètent des fèves, de la farine. Avec 20 €, ils vont nourrir par exemple 60 personnes avec 3 plats par jour, enfin 3 séries par jour pour ces 60 personnes. Et donc ils nourrissent des centaines et des centaines de personnes. L'argent est vraiment redistribué et ça permet d'aider la population qui est en train de vivre une famine et un massacre énorme à Khartoum en ce moment et au Soudan. Enfin, il y a énormément de choses à dire. Les jeunes, merci pour les témoignages, parce que beaucoup de jeunes que l'on voit passer sont partis à l'étranger, sont allés à Port-Soudan ou bien sont décédés. Ou alors ils sont à Calais. On a fait une projection avec 200 Soudanais à Calais vendredi soir au cinéma L'Alhambra. Et je crois que c'est la plus belle projection que j'ai faite depuis que j'ai commencé la tournée du film à Venise l'été dernier. Merci. C'est beau et donc c'est un bel hommage pour eux. Pour avoir essayé de travailler avec eux depuis la guerre, en fait, oui, il y en a qui sont décédés, il y en a d'autres qui maintiennent leur envie leur envie de révolution, ils le gardent entre eux, parce que c'est difficile, en fait, il y a donc d'un côté les RSF, mais de l'autre, il y a aussi le gouvernement, qui n'oublie pas que ces jeunes étaient contre eux, et donc le gouvernement... Oui, en fait, la jeunesse révolutionnaire, elle est prise en étau entre les deux. Ils ont réouvert les centres de torture dans le côté du gouvernement du Soudan. Et ils arrêtent ces jeunes-là, ceux qui sont dans les ONG nationales, internationales, dans les jeunes en fait, parce que pour eux, c'est eux qui ont fait la révolution, donc c'est eux qui sont responsables. Mais non, et ces jeunes-là sont aussi pour certains donc activistes, ou alors dans leur tête, ils ont rejoint des groupes de résistance militaire pour essayer de repousser leur premier ennemi, les RSF, mais ensuite leur idée c'est de repousser ensuite les militaires pour reprendre leur place dans la société comme ils l'avaient commencé en 2018 et puis 2019 avec la révolution. Merci beaucoup pour votre témoignage, je trouve que c'est magnifique et tout le monde devrait le voir parce que c'est le Soudan que l'on voyait avant et j'espère qu'il reviendra. Merci. Merci à vous tous. Merci.